Bonjour à tous. Je suis Laurence Parisot, vice-présidente de la LFDA. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde. On va essayer d'être très concret et peut-être je vais demander aux participants de raccourcir un tout petit peu leur première intervention car, vous l'avez remarqué, nous sommes en retard. Et en même temps, ce dont il s'agit pour ce panel est évidemment essentiel. La question est simple. Qu'apprend-on aujourd'hui à l'école et que devrions-nous apprendre à l'école? Que nous dit l'école aujourd'hui sur l'animal? Le champ est très étendu, toutes les matières sont potentiellement concernées. Louis Schweitzer, en introduction, a rappelé la loi de 2021 en soulignant qu'un progrès était fait puisqu'il s'agit désormais d'enseigner le respect de l'animal domestique. Mais on est bien d'accord qu'il ne s'agit que d'un tout premier pas et qu'il convient d'aller plus loin, ne pas se limiter aux animaux domestiques et puis peut-être ne pas se limiter à simplement sensibiliser au respect nécessaire. Pour discuter de ce sujet, 4 grands professionnels autour de moi, professionnels expérimentés. J'ai à ma droite David, qui est professeur en SVT, et David Boudot, vous êtes aussi président de l'association des professeurs de biologie et de géologie. Vous nous ferez part de votre expérience et de vos recommandations. À sa droite, le sénateur Arnaud Bazin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Enfin, le politique commence à s'occuper sérieusement de la question animale et vous avez défendu l'animal bien souvent. À la gauche, Marie-Laure Laprade, vous êtes vous aussi enseignante et surtout vous êtes une des fondatrices de cette association qui est active et militante sur l'éducation et l'éthique animale. Vous nous en parlerez. Et puis Jessica Serra. Jessica, vous êtes chercheuse, éthologue, mais aussi éditrice et autrice. Et d'ailleurs, pour Noël, il y a un livre que je recommande à tous ceux qui ont des cadeaux à faire, à ceux qui ont entre 8 et 12 ans, ou 15 ans peut-être. Jessica, vous préciserez sur l'intelligence animale. Je connais plein d'enfants qui ont été passionnés par ce livre. Je voudrais lancer tout de suite l'échange en donnant la parole à David Boudot, parce que quand on pense l'animal à l'école, au collège, au lycée, la première matière qui vient à l'esprit, où on se dit qu'on doit apprendre des choses sur le sujet, c'est les SVT. Et donc, David, dites-nous votre regard sur ce sujet qui nous occupe tous ce matin. Donc merci déjà de m'avoir invité et de me donner la parole. Alors première chose, pour répondre à cette question assez rapidement, hein, j'ai bien compris les enjeux de temps. Donc le titre du colloque, c'est connaître et respecter les animaux. Donc nous, en SVT, dans nos programmes, en fait, c'est connaître, peut-être avec ce qu'on verra plus tard, pour mieux respecter les animaux. Et connaître, c'est vraiment notre cheval de bataille, notre mission d'enseignant. Et dans nos programmes de SVT, de la 6e jusqu'en terminale, connaître l'animal, c'est d'abord avoir une connaissance de ce qu'on appelle la biodiversité, de pouvoir la montrer, toute sa diversité, de pouvoir mieux la comprendre et ainsi potentiellement mieux la respecter par la suite. L'outil animal, entre guillemets, est utilisé dans nos programmes, donc on l'étudie plus dans un aspect physiologique, dans un aspect fonctionnel, hein, au niveau anatomique. On l'étudie également au niveau de la relation qu'il peut y avoir, hein, de l'utilisation des animaux dans le domaine agricole, hein, dans le domaine des ressources. Et on utilise également le modèle animal quand on évoque l'histoire des sciences et plus particulièrement l'histoire de la médecine et de toutes les connaissances acquises au fil du temps qu'on essaie d'inculquer à nos élèves. Je prends juste un exemple sur ce dernier point, après peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus. Quand on a évoqué tout à l'heure le stress
et les fameuses taux de cortisol salivaire. Donc c'est quelque chose qu'on évoque par exemple quand on est avec nos élèves de terminale, parce que c'est une partie du programme. Et quand on évoque les expérimentations qui permettent de comprendre le comportement animal lié justement à cette capacité de s'adapter à un environnement qui change, donc avec la mise en place d'un fonctionnement naturel qui est celui du stress. Donc, on montre des éléments, on montre des vidéos qui ont été faites par les chercheurs et on a une discussion qui s'ouvre de manière tout à fait naturelle avec nos enfants, avec nos élèves, sur justement mais qu'est-ce que c'est un animal dans une expérimentation, comment il est utilisé, évidemment les résultats que ça peut donner, mais aussi toute la problématique du bien-être de cet animal dans le cadre de l'expérimentation. Alors, pour terminer, et puis on le reverra peut-être plus tard, sachez également que la législation a évolué dans le domaine de l'école, du collège et du lycée, notamment en ce qui concerne l'utilisation de modèles animaux en classe. Donc les dissections de la souris ou de la grenouille sont totalement interdites aujourd'hui. Malgré tout, on continue à utiliser quelques éléments dont on a le droit et qui, je pense, sont importants, comme des éléments anatomiques qu'on peut retrouver en boucherie, par exemple, ou d'autres, qui permettent justement de mieux comprendre l'organisation fonctionnelle d'un être vivant comme un animal, et pouvoir mieux, après, peut-être, discuter auprès de nos enfants de l'importance de les respecter. Voilà, donc c'est toute une problématique que nous engageons, nous, professeurs de SVT, tout le temps, dans tous nos programmes scolaires. Voilà. Donc voilà ma petite introduction. J'espère qu'il suscitera des commentaires. Merci beaucoup, David. Peut-être qu'on reviendra. Pardon. Merci beaucoup. On reviendra certainement tout à l'heure sur ce que vous venez de dire sur les dissections, qui est certainement un enjeu très important pour beaucoup d'entre nous. L'approche biologique vient d'être rappelée. Peut-être, Jessica, vous pourriez nous dire ce que l'approche éthologique apporte et comment elle est utilisée ou pas à l'école aujourd'hui. Oui, alors de mon point de vue d'éthologue, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en Occident, notre rapport à l'animal, il est majoritairement utilitaire, à l'exception des animaux de compagnie. Cela est lié à nos représentations collectives, au poids des traditions, au poids des religions. Et donc, nous catégorisons de manière assez précoce les animaux, de sorte que certains, les animaux de compagnie, y compris les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, méritent notre respect, notre amour, tandis que d'autres, au contraire, appartiennent à cette grande catégorie, cette espèce de grand fourre-tout, divertissement, utilitaire, viande, et ne méritent pas vraiment notre intérêt. Et cette classification du vivant, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle est factice, elle n'est pas basée sur la science, elle est basée sur le poids des traditions, sur un héritage culturel fort en Occident qui prend racine il y a des millénaires en Grèce antique, et les enfants en sont malheureusement imprégnés de manière très précoce. Et ce qui est étonnant, pourtant, quand on observe le jeune enfant, c'est qu'il éprouve de manière spontanée de l'empathie envers différentes formes de vie, et pas seulement les animaux de compagnie. Donc pas seulement les animaux qu'il a l'habitude de côtoyer. Mais le poids de l'éducation, des cultures, des religions vont gommer progressivement cette empathie naturelle envers les différentes espèces animales et la cantonner à notre espèce humaine et aux animaux de compagnie. Alors, la question que moi je me suis posée, c'est que finalement on pense faire preuve d'empathie lorsqu'on est empathique envers l'être humain, envers les animaux de compagnie, mais finalement on a oublié qu'en étant empathique qu'envers ces types d'espèces-là, on a amenuit nos capacités naturelles à l'empathie, avec toutes les dérives que cela implique, puisque en réservant notre empathie à notre espèce, nous oublions qu'il nous faut apprendre à vivre avec d'autres formes de vie. Nous oublions que ces formes de vie ont leur propre individualité et nous noyons l'individualité des animaux dans une espèce de masse informe, le bétail, la volaille, où finalement l'animal n'est pas pensé en tant que sujet. Dans le programme scolaire, puisque je me suis intéressée de près à la question, notamment avec Marie-Laure à mes côtés, eh bien, les animaux sont effectivement, et comme David l'a souligné, investigués sous le prisme essentiel de la classification du vivant ou de l'environnement, ou sous le prisme de l'espèce. Mais on oublie de parler de l'animal en tant que sujet, sous un prisme individuel. Et pourtant, les découvertes en sciences, et plus particulièrement en éthologie, ont littéralement foisonné ces dernières décennies.
montrant que l'animal n'est pas un objet, mais un sujet, et qu'il se fait sa propre représentation du monde, qu'il bénéficie de son monde intérieur. Et nous savons par ailleurs que les facultés que nous prêtons aux animaux vont largement conditionner l'empathie que nous leur accordons. Donc les facultés de type émotionnel, cognitif ou mental vont conditionner le rapport que nous avons avec eux. Et dans un monde où nous connaissons des crises d'extinction majeures, eh bien, cette empathie-là, elle apparaît fondamentale pour démanteler l'idée d'un monde anthropocentré. Donc parler de l'animal à l'école, l'enjeu est crucial. Parce que parler de l'animal à l'école, c'est pas en parler n'importe comment. C'est en parler peut-être comme un sujet penseur et doué d'émotions. Et c'est donc d'abord offrir un socle de connaissances scientifiques à l'élève, ce qui en soi est louable, mais pas seulement. Pour moi, c'est aussi lui offrir la possibilité d'avoir son propre mode de penser l'animal. C'est lui offrir un degré de liberté dans son rapport au vivant. Et c'est donc lui offrir une liberté de conscience qui me paraît être un des principes fondamentaux de l'enseignement laïque. Et puis, cette question, moi, qui me taraude énormément, dans une société où les croyances, la culture vont livrer une représentation de l'animal qui est biaisée, pour être poli, mais qui est complètement erronée, en fait, que souhaitons-nous transmettre à nos enfants? Est-ce que nous souhaitons leur transmettre le poids des croyances ou est-ce que nous souhaitons leur transmettre des connaissances scientifiques? Et c'est la raison pour laquelle j'œuvre de mon côté au sein de la LFDA, et puis pareillement par mon expertise d'éthologue à transmettre ces connaissances non seulement à un public adulte mais à un public jeunesse, l'idée étant de démystifier d'abord certaines peurs inhérentes aux animaux qui sont très majoritairement des peurs culturelles et qui ne sont pas des peurs innées comme on peut l'imaginer, et puis surtout apporter des clés de l'éthologie aux enfants les plus jeunes à travers des découvertes majeures sur les facultés émotionnelles, mentales, cognitives de l'animal pour aider l'enfant à finalement se faire sa propre idée de son rapport à l'animal et avoir une perception du monde qui lui est propre et qui ne soit pas complètement bouleversée et conditionnée par l'environnement social et familial. Merci beaucoup, Jessica. Je vais tout de suite poser une question avant de donner la parole à Marie-Laure. Mais au fond, à l'école, aujourd'hui, on enseigne l'éthologie ou pas? Alors au fond, aujourd'hui, suivant les professeurs, il y a des professeurs qui initient les enfants effectivement à l'éthologie, mais via de l'observation, à travers par exemple des fourmis qu'on élève dans la classe, etc. Mais les principes fondamentaux de l'éthologie, à ma connaissance, ne sont pas enseignés. Alors on y reviendra peut-être. Marie-Laure? Merci. Alors, Jessica a déjà fait une partie de mon travail, c'est formidable. On ne s'était pas concerté sur ce qu'on allait dire. Mais vous avez plein d'autres choses à dire. Tout à fait. Alors, elle a tout à fait raison, effectivement, quand elle dit que l'éthologie n'est pas enseignée à l'école. Et on le souhaiterait, bien évidemment, parce que c'est un plus en termes de connaissances pour les enfants par rapport au monde de l'animal, bien évidemment. Alors, comme Madame Parisot m'a présenté, je suis effectivement cofondatrice d'une association qui œuvre depuis 2016 maintenant à l'intégration de l'éthique animale dans les enseignements. Et nous travaillons également sur le lien entre les violences, mais ça, je pense qu'il en sera question un petit peu après. Alors, il faut savoir que nous avons beaucoup travaillé sur la loi contre les maltraitances animales, de façon à proposer des amendements, dont un a été traduit donc, par l'article que vous voyez à l'écran, qui est le L312-15, dont on a déjà parlé ce matin. Alors effectivement, avant cet article-là, eh bien, comme l'a dit M. Boudot tout à l'heure, les animaux sont exclusivement presque étudiés en sciences, en SVT pour le collège et pour le lycée, et puis en sciences à l'école élémentaire, à l'école primaire, et on y étudie essentiellement donc leur biologie. Leur biologie, ça veut dire leur système respiratoire, locomotion, etc., mais qui sont finalement transposables d'une espèce à l'autre, et on n'étudie pas du tout l'animal en tant qu'individu sensible. Et donc, cet article L312-15, il a cette vocation-là, c'est-à-dire d'introduire l'animal en tant qu'individu sensible, individu qui a une histoire, qui a un comportement, qui a un caractère, voilà, qui a des envies, des besoins particuliers, etc. Donc c'est très différent, et ça, je voudrais vraiment attirer l'attention là-dessus.
c'est que même si cet article n'est pas révolutionnaire, il a quand même le mérite justement de mettre sur la scène de l'enseignement l'animal en tant qu'individu sensible. Je vous rappelle quand même que l'animal en tant qu'individu sensible, il est dans le Code civil depuis 2015 et déjà bien plus avant encore dans le Code rural. Et ça n'est que maintenant qu'il arrive donc dans l'éducation. Donc il était quand même temps effectivement que l'éducation nationale s'empare de cette question-là et surtout à la lumière évidemment de toutes les connaissances que nous avons et notamment en éthologie sur les animaux. Alors, outre les sciences, on étudie aussi les animaux, notamment en éducation au développement durable et à la biodiversité. Et là, c'est plutôt par le prisme de l'espèce qu'on va étudier les animaux. Donc, on va étudier les animaux en tant qu'espèce et dans les relations interspécifiques avec toutes les cascades d'événements qui peuvent se produire si une espèce disparaît, par exemple. Jusqu'à, évidemment, la finalité humaine. Mon Dieu, si telle et telle espèce disparaît, disparaissent, in fine, l'espèce humaine risque d'être mise à mal également. Alors, bien évidemment, c'est important de se projeter aussi, nous, en tant qu'humains, mais c'est aussi intéressant quand même de voir l'importance de chacune des espèces. Et puis, je rappelle quand même que même si cette approche donc plutôt écosystémique, du coup, spécifique et écosystémique est intéressante et importante, bien évidemment, ce ne sont pas les espèces qui souffrent en fait, ce sont bien les individus à l'intérieur de ces espèces. Une espèce peut bien disparaître, bien sûr, il va y avoir une cascade d'événements qui vont être plutôt négatifs à la suite. Mais n'empêche qu'avant la fin de l'extinction de cette espèce, ce sont bien les individus en tant que tels qui auront disparu. Et c'est donc cette souffrance animale qu'il convient de mettre en lumière dans les enseignements. Voilà. Alors, comme vous l'aurez remarqué, cet article L312-15, il est effectivement limité aux seuls animaux de compagnie. Bien évidemment, nous, ce n'était pas notre intention. On avait dit aux animaux, tout court, et c'était plutôt l'éthique animale plutôt que le respect, mais le respect nous convient quand même, évidemment. Mais j'ai envie de dire que nous, en tant qu'enseignants, sachant que la définition des animaux de compagnie est assez floue finalement, on peut s'autoriser vraiment à aller sur d'autres terrains que les animaux de compagnie. Donc ça, c'est quand même un plus et il faut que les enseignants vraiment s'emparent de cette question. Alors, petit bémol à cet article, il est paru, donc il a été tout de suite transcrit dans le Code de l'éducation, mais il faut savoir que les enseignants en France n'ont pas comme Bible ou comme livre de chevet le Code de l'éducation. Et très peu d'enseignants, en fait, savent que ce Code de l'éducation a été modifié avec cet ajout. Donc, nous attendons très très fort de la part du ministère de l'Éducation nationale que ce nouvel ajout soit vraiment transcrit dans les nouveaux programmes d'éducation morale et civique qui sont en refonte pour la rentrée 2024. Donc, je lance un petit appel, si jamais il y a des politiques, et notamment du ministère de l'Éducation nationale, on compte vraiment là-dessus parce que sinon, en fait, les enseignants ne sauront pas qu'il faut traiter des animaux en tant qu'individus en éducation morale et civique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'éducation morale et civique, bien évidemment, c'est le domaine qui est tout à fait pertinent pour traiter de cette question, puisque dans l'éducation morale et civique, on va traiter de la compréhension de la règle et du droit, on va traiter également de la sensibilité, on va traiter également du jugement critique, etc. Donc, toutes ces données sont convoquées, évidemment, quand on traite de la question animale, et donc il nous semblait tout à fait pertinent que ce soit dans ce domaine que ce soit fait. Très rapidement, bien évidemment, outre les sciences et l'éducation morale et civique par différents biais, les ateliers philo, les débats argumentés, etc., où l'éthologie est importante aussi parce qu'on ne peut avoir de débat argumenté que si on est un minimum éclairé sur la question animale, notamment sur sa sensibilité, et là on va plutôt sur le registre évidemment de la philosophie morale, mais également sur les capacités sensorielles, émotionnelles, et donc là c'est plutôt du registre de l'éthologie. Pour moi, vraiment, je crois que ces disciplines ont tout intérêt à se croiser, à discuter entre elles, puisqu'elles ne peuvent que s'apporter mutuellement. Sinon, très rapidement, on peut traiter aussi de la question animale, évidemment, en français, puisqu'il y a de nombreux auteurs, vous n'êtes pas le seul de savoir, il y a eu une année au bac de français, ça a d'ailleurs fait un mini-tollé, parce que des textes d'auteurs sur la condition animale, justement, avaient été mis au sujet du bac, et on se demandait, mon Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet plus sérieux que celui-ci? Eh bien non, ça fait aussi partie intégrante de ces auteurs, puisque c'était une part entière de leur vie, donc pourquoi se priver, en fait, d'étudier ces auteurs qui ont écrit donc beaucoup sur la question animale. Alors, on parle de Victor Hugo, bien évidemment, Marguerite Yourcenar, etc.
En histoire aussi, on peut. Alors, l'historien Éric Baratet, que vous connaissez peut-être, a beaucoup écrit sur les bêtes de guerre, etc. Et pourquoi ne pas, à des moments d'histoire, quand on fait cours avec les enfants, quand on traite par exemple de l'âge industriel, par exemple, eh bien, pourquoi ne pas traiter des animaux qui ont été enrôlés pour travailler dans les mines ou dans les champs également? Et pourquoi ne pas traiter lors des conflits de la Première Guerre mondiale, par exemple, tous ces animaux qui ont été enrôlés malgré eux dans des conflits humains, donc dans lesquels ils n'avaient absolument rien à faire et qui ont payé un lourd tribut, bien évidemment, dans ces conflits. Et puis, je finirai par les arts, évidemment, aussi. L'animal est présent dans les arts depuis l'époque préhistorique, mais il y a aussi des œuvres d'art qui peuvent être tout à fait controversées. Je pense, par exemple, alors là, je vais un peu balancer, je suis désolée, on est entre nous, c'est pas grave, mais des auteurs comme Damien Hirst, par exemple, ou bien Wim Delvoye, qui, lui, il tatoue des cochons, sans leur avoir demandé évidemment leur autorisation, et Damien Hirst qui expose des animaux dans le formol. On peut s'interroger sur la pertinence de ce genre d'art et pourquoi l'auteur a souhaité en passer par là pour, paraît-il, dénoncer justement l'exploitation animale. Donc, moi, je laisse ça en suspens. Et très, très vite, si c'est possible, Marine Grand-Georges a parlé tout à l'heure de l'animal à l'école. C'est un sujet qui nous est important aussi dans l'association. Nous avons une référente médiation animale et, comme le disait Marine, c'est vraiment extrêmement important de ne pas seulement tenir compte des bénéfices pour les enfants notamment, alors qu'ils soient en difficulté scolaire parce que des troubles moteurs ou des troubles cognitifs, mais pour tous les enfants, mais aussi bien évidemment de tenir compte de l'animal qui va être convoqué dans la classe par exemple, et aussi de la tierce personne qui va être le médiateur entre les enfants et l'animal, parce que eux aussi, eh bien, il faut les considérer bien évidemment, et ça ne peut pas se faire au détriment des uns ou des autres, évidemment. Je terminerai par une chose, l'éloignement de l'animal de ferme, je crois que... Qui est-ce qui en a parlé tout à l'heure? Ah, elle, pas. Luc Mounier, merci. Luc Mounier a parlé de l'éloignement de l'animal de ferme, et ça, c'est vrai aussi en milieu rural. Moi, je suis dans une école rurale depuis quelques années maintenant, après avoir longtemps été parisienne. Et bien, en fait, les enfants ne connaissent pas les animaux de ferme. Donc là, quand on écrit dans le L312-15 les animaux de compagnie, les animaux de ferme n'en font pas partie. Au secours, vraiment, on a envie qu'ils en fassent partie, bien évidemment, et les animaux sauvages aussi. Voilà. Merci. On va revenir sur quelques points importants que vous avez soulignés, et je tiens à dire d'ailleurs que la salle pourra poser des questions. Auparavant, monsieur le sénateur, merci d'être là. C'est toujours assez remarquable quand on rencontre un sénateur qui défend les animaux. Depuis ce matin, nous mettons en avant l'importance de la loi de 2021 et de sa traduction dans le Code de l'éducation. Mais comme on vient de le rappeler à l'instant, de l'inscription dans le Code à l'inscription dans la pratique, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Comment voyez-vous cette question animale dans l'éducation ? Merci Madame Parisot. D'abord, ne portez pas de jugement trop hâtif sur les sénateurs, s'il vous plaît. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait adopter 2 amendements en séance publique contre l'avis du rapporteur et contre l'avis du gouvernement pour limiter le recours à l'expérimentation animale dans la recherche. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Et là-dessus, le mérite ne m'en revient pas, mais bel et bien à tous ceux qui ont voté ces dispositions. Voilà. Alors, je voudrais d'abord vous rassurer. Évidemment, je partage l'importance de faire connaître aux enfants les animaux et leur permettre de mieux les respecter, mais je voudrais quand même faire une petite note plus générale de contexte, parce qu'aujourd'hui, normalement, doit sortir une étude PISA, une de plus, qui va... Elle est sortie, voilà. Et il y a un professionnel à ma gauche. Elle est sortie et je pense qu'elle ne va pas nous apporter des nouvelles très satisfaisantes sur la façon dont nos élèves évoluent. Et puis, d'autre part, j'ai entendu il y a quelques jours dans un média radiophonique que sur 36 occurrences qui doivent survenir au cours de la scolarité
relative à l'éducation à la vie sexuelle et affective, qui n'est pas rien non plus, eh bien, il y en avait 12 de réalisés en moyenne. Voilà, donc je vais quand même vous dire à quel point c'est important pour moi, mais il faut qu'on ait aussi à l'esprit ce contexte qui n'est pas un contexte facile. Alors, la première chose importante à mes yeux, c'est d'apprendre aux enfants que les animaux ne sont pas des êtres humains, mais bien des êtres vivants, ce qui revient à les interroger sur ce que nous sommes, nous, êtres humains, par rapport aux animaux. D'autant, c'est très intéressant parce que beaucoup de barrières qui étaient érigées jusque-là ont été scientifiquement démontées relativement récemment, qu'il s'agisse de la conscience de soi, de la capacité de raisonnement, de l'empathie, du langage. Je ne reviens pas sur tout ça, ça a été très amplement, je pense, abordé ce matin. Mais aussi, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la génétique, qui est extrêmement démonstrative sur ce qui finalement est la continuité entre le règne animal et l'espèce humaine qui en fait partie. En même temps, intuitivement, les enfants savent bien qu'il y a aussi une discontinuité, que l'espèce humaine est quand même à part dans le monde animal dont elle fait partie, ne serait-ce que par sa capacité à modifier très puissamment son environnement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il faut aussi que les enfants puissent s'exprimer là-dessus et qu'ils arrivent par eux-mêmes à définir ce que c'est qu'un homme, ce que c'est que l'espèce humaine dans le règne animal, ce que c'est que cette continuité qui voisine en même temps avec une discontinuité. Si je reviens un peu en arrière dans mes études, c'est un peu comme la nature, la double nature de la lumière, qui est à la fois ondulatoire et corpusculaire. C'est un fait, c'est une contradiction apparente, mais ça doit être pris comme un fait, et c'est là-dessus qu'on réfléchit. Et en entendant les enfants là ce matin, j'imagine que, je ne suis pas du tout enseignant, mais j'imagine que du plus jeune âge jusqu'au subadulte que vous avez en terminale, on peut explorer ce domaine-là de tas de façons différentes et très très enrichissantes. Donc, c'est le premier point que je mettrai en exergue. Ensuite, pour aller rapidement, il me semble important aussi que les enfants aient conscience que nous autres êtres humains exploitons les animaux, ce qui n'implique pas automatiquement que ceux-ci en pâtissent, mais qu'ils aient bien conscience qu'il y a différentes catégories d'animaux. Ils l'ont un peu dit, les enfants, tout à l'heure, les animaux de compagnie, les animaux de rente, les animaux de laboratoire pour les expériences, des animaux qu'on utilise plus pour nos loisirs, tels que les sports équestres, par exemple, ou les cirques. Et c'est en cela que la notion d'éthique animale, qui a aussi été très largement abordée tout à l'heure, me paraît tout à fait essentielle. Ça fait partie d'une éducation morale, pas d'un enseignement moralisateur, certainement, mais d'une éducation morale que doivent recevoir les enfants. Ça n'est, à mes yeux, pas un gros mot. Cette exploitation des animaux par l'homme implique des conséquences. Il faut que les enfants aussi et les jeunes adultes en prennent conscience. D'abord des risques, alors là c'est le vétérinaire qui parle, il y a des risques sanitaires et il y a également des risques liés à la dangerosité de certains animaux. Tout n'est pas évidemment un monde de bisounours en la matière. Sur les risques sanitaires, je citerai d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt une loi fédérale des États-Unis d'Amérique qui doit remonter à 1975 et qui interdit de vendre des tortues de moins de 10 cm. Pourquoi ? Parce que les tortues peuvent porter des germes qu'on appelle des salmonelles, qui sont évidemment un risque sanitaire très important, et qu'on sait que les enfants portent volontiers à la bouche les mains sans précaution particulière après avoir manipulé ces animaux. Donc un petit exemple sur les risques sanitaires, et puis également leur faire prendre conscience que certains animaux peuvent, peut-être d'ailleurs par l'effet des mauvais traitements qu'ils ont pu recevoir auparavant, représenter quand même un danger. Et puis, il faut qu'ils aient aussi des notions sur les souffrances infligées aux animaux liées au mode d'exploitation. Ce n'est pas seulement la souffrance sensationnelle, ça peut être aussi les choses qui sont faites à l'envers par méconnaissance. Par exemple, un chien qui vit une anxiété de séparation dès que le maître quitte le domicile va détruire et vocaliser. Si on le punit au retour, ça ne fera qu'amplifier son comportement. Il y a des petites choses simples comme ça, simples, mais pas suffisamment connues à mon goût, à faire connaître aux enfants. Je pense aussi qu'il est important que les enfants prennent conscience que nos relations avec les animaux s'inscrivent dans un cadre réglementaire et législatif. Alors, nous, dans tous les aspects de notre vie, nous mouvons dans un environnement juridique, bien sûr, mais il est important de le connaître en matière de relations avec les animaux.
Là aussi, je donnerai 2 exemples très très rapides. Faire comprendre aux enfants que l'obligation d'identification des animaux de compagnie, mais aussi des animaux de rente, cela permet la traçabilité sanitaire, ça protège d'une certaine façon les animaux, mais ça protège aussi l'être humain. Et puis, un autre exemple, il est interdit d'acquérir des chiens et des chats de moins de 8 semaines, d'une part, et au-delà de 8 semaines, on a le droit de les acquérir, mais avec un certificat vétérinaire. Tout ça vise évidemment à protéger tant l'animal que l'homme. Ce sont des exemples sur lesquels on peut travailler aussi avec les enfants. Et puis enfin, et pour terminer, pour ne pas être trop long, la notion de la violence qui a déjà été extrêmement bien abordée ce matin. Je rappelle là-dessus que j'essaie de faire prendre conscience à travers diverses modalités législatives qu'une personne violente est violente aussi bien avec l'être humain qu'avec l'animal, que l'animal est une sentinelle de la violence dans un foyer en dysfonctionnement, que souvent il est aussi un otage de la personne violente et souvent perverse pour mettre la pression sur son environnement, et que là aussi, il faut que les enfants soient éveillés à ces risques de violence qui sont malheureusement une caractéristique assez répandue dans notre société aujourd'hui. Voilà, donc cet aspect de la question. Alors bien évidemment, tout ce qui a été dit auparavant sur les connaissances plus générales me paraît aussi très important, mais ce sont tous ces domaines qui sont en lien avec le progrès moral des enfants et donc de notre société qui me paraissent les plus importants. Merci, monsieur le sénateur. J'ai le sentiment, à vous écouter les uns et les autres, je ne sais pas si vous partagerez cette remarque, qu'au fond, vous dites qu'on en parle de l'animal à l'école, mais c'est un peu diffus, c'est pas très organisé, c'est peut-être pas suffisant, même si évidemment il y a des priorités, lire, compter, etc., comme vous le rappeliez. Et donc, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, est-ce que, avant même de se poser la question de la formation des élèves, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la formation des enseignants sur ces questions-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine? Et j'ai une question annexe. Est-ce que tous les enseignants peuvent être en gros d'accord sur le sujet? Quand je pense à vous en tant que professeur de sciences de la vie, et vous évoquiez tout à l'heure l'expérimentation, la dissection, est-ce que c'est compatible avec ce que va peut-être enseigner quelqu'un dans une matière civique, par exemple? Comment tout ceci peut être appréhendé? Peut-être, David, vous voulez commencer? Alors, donc moi je suis évidemment, comme vous le rappelez, professeur de sciences de la vie, et il est vrai que quand on a un objet à traiter dans un programme, n'importe lequel, il faut qu'on puisse avoir suffisamment de recul pour en connaître et en transmettre toute la haute importance. Alors c'est vrai que quand on évoque le fonctionnement d'un organisme de manière assez, on va dire, scientifique, et quand on n'évoque pas du tout, comme vous l'avez souligné, les problématiques de comportement animal, éthologie par exemple, on n'a pas la notion globale de ce qu'on veut faire et ce qu'on doit montrer et donner à nos enfants, à nos élèves. Alors dans la formation du coup que nous avons, donc on a une formation disciplinaire, une formation universitaire qui peut être très variable. En sciences de la vie, il y a énormément de domaines. Moi par exemple, je n'ai pas eu du tout, quasiment pas de formation en éthologie dans mon cursus universitaire. Et donc c'est un vrai travail de formation continue. On en parlera peut-être cet après-midi avec d'autres intervenants. Et pour l'instant, c'est vrai, c'est pas grand-chose. On n'a pas énormément de formation en académie sur ces thématiques-là, et il y a un accent vraiment à mener là-dessus. En sachant, alors là je parle peut-être davantage au sénateur qui est à ma droite, que la formation continue des enseignants, de manière globale, se réduit d'année en année, alors des problèmes budgétaires ou d'autres, mais en tout cas, déjà dans ce contexte d'une réduction importante de la formation continue des enseignants, pouvoir
promulguer ce type de formation nécessaire devient beaucoup plus problématique et difficile. Donc j'espère que le ministre entendra cet appel, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à œuvrer et à faire dans ce sens. Je note que dans votre formation, il y a eu très peu de choses sur la question animale. Vous pouvez nous dire un mot de la dissection, de la vivisection? Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en pratique, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que c'est encore fréquent? Alors, il n'est plus autorisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à disséquer la grenouille, qui est vraiment l'emblème de notre discipline. Je crois que tout le monde a peut-être réalisé ce type d'objet ou de dissection pendant sa scolarité. Donc, c'est totalement interdit, au même titre que les grenouilles et les souris. Donc, depuis 2016, cette interdiction est portée dans la loi. En revanche, il est toujours autorisé d'utiliser, de réaliser des dissections sur tous les produits qu'on peut acheter en alimentation, donc en boucherie par exemple. Donc il est tout à fait fréquent, par exemple, quand on étudie le fonctionnement du système squelettique, musculo-squelettique, de réaliser une dissection de cuisses de grenouille, des cuisses de grenouille qu'on a achetées congelées au supermarché, ou d'utiliser d'autres organes, par exemple les cœurs de volaille, par exemple, pour montrer l'anatomie. Voilà, ça c'est tout à fait autorisé. Et la vivisection en tant que telle est de moins en moins tolérée. Elle est encore autorisée sur les animaux qui sont qualifiés. Alors, moi qui suis biologiste, c'est quelque chose que je ne défends pas, mais en tout cas, le règne des invertébrés. Alors, les invertébrés n'existent pas du point de vue phylogénétique, mais en tout cas, chez les invertébrés, la vivisection, enfin, l'usage vivant de l'animal est autorisé en milieu scolaire, encore aujourd'hui. L'usage de l'animal vivant est encore autorisé. Pour les invertébrés, oui. Est-ce que c'est compatible avec la transmission de l'empathie, Jessica? Alors, à mon sens, évidemment non, parce que là, l'animal est utilisé comme un outil d'investigation. Certes, c'est intéressant de disséquer, de découvrir l'anatomie, mais je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de le faire. Il y a des associations qui œuvrent d'ailleurs à proposer des solutions alternatives plutôt que de travailler sur le corps d'un animal. Et puis, encore une fois, un animal vivant, alors là, on est carrément sur une non-considération de l'animal en tant que sujet, puisqu'il devient un outil d'investigation simple. Donc c'est une vraie question éthique à laquelle moi j'ai été sensibilisée très tôt aussi, parce que je suis d'une génération où effectivement on disséquait les animaux. J'ai même suivi une prépa veto, on nous amenait des poussins vivants qu'il fallait anesthésier pour les disséquer, avec tout ce que ça pose comme questionnement éthique pour des étudiants qui se préparent à la voie vétérinaire, c'est-à-dire à sauver des animaux quand même aussi, il faut le souligner. Et donc on est dans une approche là encore très utilitariste en fait de l'animal, et ce qu'on transmet de manière intrinsèque à travers la dissection, à travers pire la vivisection, qui d'ailleurs est souvent mal réalisée, avec des animaux qui se réveillent pendant qu'ils sont ouverts, parce qu'on n'a pas forcément des personnes qui sont vétérinaires justement pour anesthésier correctement l'animal. Eh bien ça me pose moi en tout cas un souci éthique très clair, et je pense qu'on en revient à la liberté de conscience. Les enfants aujourd'hui, les étudiants ont le droit de dire non sans mériter un 0 que j'avais reçu pendant la faculté. Pour dire non à ce genre de pratique. Et c'est à nous, parents, à nous, enseignants, pour ceux qui sont aujourd'hui, de transmettre aussi ça à l'enfant. Vous avez le droit de dire non à quelque chose qui continue d'exister, et tant que ça continuera d'exister, en tout cas, vous avez cette liberté-là de vous exprimer et de prendre position, même en tant qu'enfant, sur quelque chose qu'on vous impose. Merci Jessica. Marie-Laure? Alors moi, sur ce sujet, on a tous effectivement, pour les gens qui sont passés par un cursus biologique, des expériences terribles, ou en tout cas avoir vu des choses horribles, déméduler par exemple une grenouille, rien de glorieux là-dedans, bien évidemment. Et comme le disait Jessica, moi je suis plus âgée que Jessica, donc j'ai connu l'époque effectivement où c'était un 0 pointé si on refusait de faire l'exercice. Donc je crois que préparer les élèves, les futurs étudiants, à dire non aussi à ce genre de pratiques, d'autant plus qu'elles ne sont pas nécessairement utiles. Comme l'a dit Jessica, il y a des méthodes alternatives qui fonctionnent très bien. Et même dans les écoles vétérinaires, où on est censé travailler quand même sur le vivant, mais il y a des choses alternatives qui sont tout à fait opérationnelles et qui peuvent donc remplacer l'animal vivant.
Donc il faut s'en saisir bien évidemment. Je voudrais revenir rapidement sur les connaissances éthologiques parce que ça me semblait important. Quand on traite avec les enfants des animaux en tant qu'individus, eh bien, je pense que les connaissances éthologiques au sujet de cet animal en particulier ou de cette espèce animale, bien que d'un individu à l'autre, eh bien évidemment, ils ne vont pas avoir le même caractère, il va falloir faire des adaptations. Il y a quand même des besoins fondamentaux qu'ont les animaux et c'est important justement d'inculquer aux enfants les besoins de tel ou tel animal. On voit trop souvent dans la classe, dans les fonds de classe, alors ça se fait un petit peu moins maintenant parce que les allergies, parce que ceci, parce que cela, donc on a pris pas mal de distance par rapport aux animaux en fond de classe, mais il n'était pas rare de voir un hamster, un cochon d'Inde, un lapin enfermé toute la journée dans une cage. Alors si on s'interroge avec les enfants sur ce que sont les réels besoins de ces animaux, un lapin par exemple, ça a besoin de sauter, ça a besoin de courir, ça a besoin de creuser. La question, elle vient d'elle-même. Que fait cet animal dans le fond de classe? Et les enfants sont tout à fait capables de répondre à ça. Donc je pense que nous, notre rôle d'enseignant, c'est bien de faire émerger en fonction des connaissances qu'on peut apporter aux enfants, de véritables questions éthiques pour le coup, sur nos relations avec les autres animaux, que ce soit dans la classe ou hors de la classe, bien évidemment. Ça, c'est sur le plan de l'éthologie. Et puis, je voulais revenir sur ce que le sénateur Bazin disait. Il a abordé rapidement le sujet des violences. Nous, en tant qu'enseignants, les violences, la maltraitance sur les animaux, c'est extrêmement important dans nos pratiques. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a parfois affaire à des enfants qui sont maltraités à la maison eux-mêmes ou dont la maman, éventuellement, ou le conjoint, ça peut arriver aussi, est maltraité. L'enfant, il est bien plus enclin à parler des maltraitances qui sont faites sur les animaux de la famille. Ah, papa, il n'était pas content, le chaton a fait pipi sur le canapé, alors il l'a jeté contre le mur. Ça m'est arrivé, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et ça, en tant qu'enseignant, ça devrait vraiment nous alerter sur la situation, sur ce qui se passe dans le foyer. Parce que s'il y a un comportement violent à l'égard des animaux du foyer, en mode mamie, tu vois ce que je fais à ton animal, tu vois ce que je peux te faire, que ce soit pour l'enfant ou à destination de la conjointe, ça devrait quand même nous alerter et nous faire déclencher quelque chose. Et on y travaille avec l'équipe du sénateur Bazin justement à ce sujet pour mêler vraiment les différents acteurs de ces violences, que ce soit les vétérinaires qui évidemment sont les premiers à voir les violences faites sur les animaux, que ce soit nous les enseignants qui avons parfois justement des enfants qui nous alertent sur ces questions-là, que ce soit les gens des services sociaux bien évidemment, que ce soit ensuite évidemment le judiciaire, les associations de protection animale, mais aussi les forces de l'ordre. Et tout ça, tous ces acteurs évidemment doivent vraiment se parler, doivent interagir pour faire évoluer aussi les choses. Donc c'était pas tout à fait le lieu de parler du lien entre les violences, mais je pense qu'en tant qu'enseignant, il était vraiment important de le mentionner. Voilà. Merci beaucoup. Je suis d'ailleurs frappée que depuis ce matin, depuis les premières interventions, y compris celle de Boris Cyrulnik, c'est un sujet qui revient régulièrement. Vous êtes tous, par votre métier, vos engagements, en contact plus ou moins régulier, je le suppose, avec les différents responsables de l'éducation nationale, les différents membres de son administration. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un début de prise de conscience chez vos interlocuteurs de l'importance du sujet dont on parle? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous pensez que cette question est aujourd'hui abordée, perçue? Est-ce qu'on est vraiment au tout début ou même pas encore au tout début? Monsieur le sénateur. Cette question. En tout cas, en ce qui concerne, je voulais compléter ce qui s'est dit tout à l'heure sur le recours aux animaux de façon utilitaire dans le cursus d'enseignement. Les choses ont quand même beaucoup changé. Maintenant, on ne dissèque plus comme on le faisait autrefois, ça a été rappelé. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'enseignement supérieur le plus technique en la matière, c'est-à-dire l'enseignement supérieur vétérinaire, il y a une prise de conscience. Je pense que la pression des étudiants et des étudiantes n'y est pas non plus pour rien, et qu'actuellement, on développe des méthodes alternatives pour l'enseignement qui ne recourent pas directement donc, aux animaux comme on le faisait autrefois. Alors, certaines de ces méthodes sont encore un peu balbutiantes et pas complètement satisfaisantes, mais il y a des progrès importants.
Il y a des investissements qui se font sur ce sujet dans les écoles vétérinaires, j'ai pu en voir. Donc on peut dire que dans cet enseignement supérieur vraiment spécialisé, technique, cette prise de conscience existe. Ce n'était pas du tout le cas, je peux vous le dire, il y a 40 ans, quand j'ai fréquenté les bancs de l'école de Maison-Alfort. Je m'interrogeais, moi qui n'étais pas très curieux, j'ai essayé de développer cette capacité de curiosité depuis à l'époque sur ces questions-là, mais déjà je me disais que franchement, quelle était la valeur ajoutée de ce qu'on nous faisait faire ou de ce qu'on nous proposait de voir. La plupart du temps, en toute objectivité, cette valeur ajoutée pour l'enseignement était nulle. Ces pratiques-là tendent à disparaître. Alors, je n'ai pas inspecté, je n'ai pas la qualité pour ça d'ailleurs, les 4 écoles vétérinaires, mais ça mérite quand même de souligner que l'état d'esprit, quand même, me semble différent. Merci David. Alors pour évoquer ce que vous dites par rapport à nos institutions et en particulier à l'éducation nationale, donc comme vous l'avez souligné, actuellement il y a le Conseil supérieur de programme qui a été saisi par le ministre pour réécrire des programmes d'enseignement moral et civique au collège et au lycée. Donc il y a un groupe d'experts qui a été diligenté, mis en place pour travailler sur ces questions. Alors actuellement, ils sont en cours de réflexion et d'écriture, donc on ne sait pas du tout sur quelle voie, mais en tout cas même sur la voie du droit animal, est-ce qu'ils ont vraiment pris en compte cet élément-là, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est quand même symptomatique, et ce n'est pas du tout de l'ironie de ma part, mais un peu, c'est que parmi les membres de ce groupe, il y a certes des philosophes qui peuvent apporter énormément dans ce domaine-là. Il y a des professionnels de l'histoire-géographie axés sur la laïcité et les valeurs de la République. Et voilà, il n'y a aucun scientifique dans nos domaines, il n'y a pas de biologiste, il n'y a pas d'éthologue, il n'y a pas de représentants de spécialistes sur ces questions-là. Donc, ça m'interroge beaucoup sur la volonté d'inclure dans ce programme de MC ces notions-là. On verra, peut-être que je suis un peu péjoratif, mais en tout cas, on verra bien ce qu'il en sortira bientôt. Très bien, vous tirez l'alarme peut-être à temps. Jessica, Marie-Laure, Oui. sur cette question? Bah oui, je suis surprise effectivement qu'il n'y ait pas au moins des scientifiques dans ce groupe de réflexion, parce que c'est quand même de la science qu'on essaie de traduire dans le programme, dans le cadre du programme. On essaie à mon sens, il faudrait définir un socle de connaissances qui soit facilement accessible et en fonction des âges. Je rebondis aussi sur le propos du sénateur sur l'enseignement éthologique en milieu vétérinaire, qui est effectivement là aujourd'hui, qui n'y était pas il y a une vingtaine d'années. Et puis pour les enfants, alors moi c'est plutôt, je me place du point de vue aussi de l'enfant, parce que j'ai eu quelques expériences où justement j'ai partagé avec des enfants de différentes classes des découvertes éthologiques de manière assez accessible. Et ce que j'ai pu voir, alors d'abord c'était assez extraordinaire, j'ai partagé ça avec Marie-Laure, c'est la demande forte des enfants de ce niveau de connaissance-là. C'est-à-dire que les enfants étaient extrêmement interactifs, vraiment en demande. Ils avaient besoin de savoir, et à chaque fois que je leur livrais une nouvelle découverte, ils en demandaient une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Et surtout, je pense que Marie-Laure pourra en témoigner, il y a des enfants qui se sont révélés pendant ces interactions-là, qui peut-être interagissaient moins d'habitude et qui tout à coup osaient lever la main, osaient poser des questions parce que ce sujet les tenait à cœur immédiatement, ça les touchait. Et moi, ça m'a touchée aussi parce que je me dis, en fait, on discute là en tant qu'adulte dans cette salle-là, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi dans la discussion avec l'enfant sur les besoins de connaissance de l'enfant. Et l'enfant est vraiment avide de connaissances sur l'animal. Il a vraiment envie de savoir. Et quand on lui donne quelques clés essentielles, il ressort vraiment ébahi, heureux. Et avec, encore une fois, on en discutait tout à l'heure, la possibilité de réfléchir par lui-même à sa manière dont il veut traiter le vivant. Et ce qui me semble fondamental pour les générations futures, dans le monde où nous connaissons une crise majeure, une crise écologique majeure, et puis surtout une crise du vivant. Marie-Laure? Alors, je confirme tout à fait ce que vient de dire Jessica. Malheureusement, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'au passage au collège, il y a un basculement qui s'opère. Et c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faut être plus acteur, nous, en tant qu'enseignants, pour maintenir donc cette empathie spontanée qu'ont les enfants pour les animaux majoritairement. Hein, c'est pas non plus, il y a aussi des enfants qui n'ont pas du tout d'empathie pour les animaux, ça existe aussi. Hein.
mais il faut effectivement peut-être à cet endroit-là développer, alors je ne dis pas enseigner moi, l'empathie, mais je dis développer l'empathie cognitive. Donc, empathie cognitive, comme son nom l'indique, à partir de connaissances et notamment des connaissances éthologiques, mais pas que, aussi des connaissances philosophiques, bien évidemment, parce que à cet âge-là, on peut commencer à structurer la réflexion, et c'est donc encore comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'échange entre les disciplines qui va aider les enfants, les jeunes, à se positionner et à avoir un jugement vraiment critique, mais sur des faits. Voilà, et non pas sur des croyances. Et c'est aussi le moment de déconstruire un petit peu des préjugés. On le voit bien là sur des questions d'activité humaine qui sont compliquées avec la présence de prédateurs, par exemple. On voit ce qui se passe. Ce ne sont plus les connaissances là dont il est question. On est vraiment dans de l'émotionnel et il n'y a plus rien de rationnel dans le discours. Donc, je pense vraiment qu'il faut travailler ça avec les plus jeunes et puis ne pas lâcher quand ils arrivent au collège parce que c'est un âge déterminant, je trouve, où il faut vraiment continuer à développer cette empathie cognitive. En ce qui concerne ce qui se fait par rapport à l'article L312-15, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on l'a redit, on est vraiment dans l'attente de ces nouveaux programmes de MC. Et nous, dans notre association, on a pris un peu les devants parce qu'on s'est dit que ça risque de durer un petit moment. D'ailleurs, il y a pas mal de parlementaires qui ont relayé nos demandes de « bon, bah alors, quand est-ce que ça devient efficace, efficient, cet article Le ministère va-t-il concrétiser les choses ?» Bon, et on est un peu sans réponse. Donc, on s'est dit, on va s'y atteler. Et pendant 1 an, là, nous avons travaillé dans une équipe de chercheurs en sciences de l'éducation, d'enseignants, de formateurs, et entourés d'un conseil scientifique. Et nous avons fait une formation, nous avons créé une formation qui est d'ailleurs soutenue financièrement par le ministère du Bien-être animal de la Wallonie. Vous verrez la ministre cet après-midi, je crois, et elle pourra peut-être en dire un mot. En tout cas, nous avons créé une formation en ligne gratuite pour les enseignants qui veulent s'emparer de cette question avant même que ça n'arrive dans les programmes scolaires et dans les manuels scolaires. Et donc, nous traitons, puisque c'est en éducation morale et civique, nous avons décliné une douzaine de questions sur qu'est-ce que c'est le respect des animaux, comment respecter les animaux, quels sont les droits des animaux, pourquoi il y a des animaux plus protégés que d'autres, etc. Voilà. Donc, on essaie de faire Ça, c'est destiné aux enseignants de tous les cycles. Oui, tout à fait. Alors, cette formation, elle est destinée. Alors, à l'école élémentaire, c'est plutôt le cycle 3 qui va être visé, ensuite le collège. Et puis, comme cette formation va être évolutive, nous allons l'augmenter, l'enrichir de modules spécifiques pour les lycéens. Voilà. Très bien, donc vous vous substituez à l'administration, si j'ai bien compris. Merci de cela. On a quelques minutes pour prendre des questions de la salle. Qui a envie de challenger nos panélistes? S'il vous plaît, monsieur. Je répète, donc, ma question, c'est qu'à l'heure actuelle, l'EMC est dispensé par des professeurs d'histoire géo. Question, est-ce qu'ils ont des outils ou des moyens suffisants pour justement traiter ces problématiques face aux élèves? Est-ce que, par exemple, il ne faudrait pas penser à une collaboration avec des professeurs de SVT, de biologie ou de philosophie, comme ça a été mentionné? Je vous remercie de prendre l'idée qui me traversait effectivement l'esprit tout à l'heure. Qui peut répondre précisément à la question de monsieur? Peut-être vous, Marie-Laure. Alors, vous avez tout à fait raison. Effectivement, au collège, ce sont les enseignants d'histoire géo qui sont en charge de l'EMC. Et il faut savoir que l'EMC, c'est 18 heures par an. Donc, ça laisse quand même pas beaucoup de marge de manœuvre pour la question animale. Ça, c'est la première chose. Et vous avez tout à fait raison dans le fait qu'il faut, encore une fois, faire interagir les disciplines, bien évidemment, parce que la question animale, elle est complexe et elle est vraiment transdisciplinaire. Donc, voilà. En revanche, c'est peut-être plus facile à l'école, puisque les instituts, ils sont tout seuls devant leur classe et, j'ai envie de dire, ils font un peu ce qu'ils veulent. En tout cas, ils balayent tous les programmes. Et donc, là, pour le coup, c'est la raison pour laquelle Jessica peut intervenir dans ma classe. Moi, je travaille avec mes élèves et j'essaie de faire intervenir le plus de scientifiques et de spécialistes possible. Parce que les enfants, ils sont très friands de ça aussi. Ils sont friands des animaux, mais ils sont très friands aussi d'avoir des spécialistes, des gens qui ne les prennent pas pour des imbéciles et qui ont des vraies connaissances et qui viennent
discuter et mettre leurs connaissances à leur hauteur. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire à l'école élémentaire. Là, on a une voie royale pour le faire. Alors, je crois qu'il y avait une autre question. Là, il y en a plein. Madame, là-bas, et puis ensuite, madame au premier rang. J'interviens au nom d'une association qui s'appelle L'Autre Ferme. C'est un refuge pour animaux rescapés d'élevage qui existe depuis 3 ans. Nous travaillons notamment avec l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir qui nous a confié des animaux. Et nous sommes régulièrement appelés par les autorités locales quand il y a des animaux errants ou nous récupérons des animaux de réforme, des animaux malades, etc. Parfois, nous ouvrons notre refuge pour des visites guidées, notamment avec des écoles. Nous sommes surpris par la réticence, la peur, l'inquiétude de certains enseignants en milieu rural, puisque nous sommes en Charente, c'est une terre d'élevage. De nombreux enseignants ont peur de nous amener les enfants parce qu'ils ont peur des réactions des parents, même si nous faisons très attention de ne jamais stigmatiser les éleveurs et de ne surtout pas mettre en danger un enfant d'éleveur qui serait dans la classe. Mais je m'interroge beaucoup par rapport au rôle des fermes pédagogiques parce que ces derniers temps, nous sommes submergés de demandes de fermes pédagogiques qui se débarrassent des animaux dès lors que les animaux ne sont plus manipulables. Et là, on revient sur cette question qui a été soulevée, et je remercie les intervenantes qui ont soulevé cette question du réel bien-être des animaux qui sont mis en jeu dès lors qu'il s'agit de sensibiliser, d'éduquer les enfants. Quel est le bien-être d'un lapin dans une cage à l'école, même si la cage est tenue très propre, qu'on demande aux enfants d'être délicats? Un lapin ne peut pas être heureux dans une cage. Un animal dans une ferme pédagogique qui va être trop manipulé va développer dans de nombreux cas, pas toujours, mais dans de nombreux cas, une inquiétude, une peur, une forme d'agressivité. Et ces animaux-là, après, sont littéralement bazardés sur des refuges comme l'Autre Ferme. La Fondation Sommaire, la LFDA, peut-être, vu le travail que vous faites avec ces fermes pédagogiques, peut-être pourriez-vous travailler avec eux pour développer une véritable charte éthique pour que les conditions d'accueil des animaux puissent changer. À l'Autre Ferme, nous faisons des visites guidées qui plaisent énormément aux enfants et aux enseignants parce qu'il n'y a pas de manipulation des animaux et parce qu'on apprend aux enfants le respect et qui pose aussi les bases de ce qui est le consentement. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Il y avait beaucoup de choses dans votre intervention. Je propose aux sénateurs de réagir, peut-être notamment sur la première partie de votre intervention. Et en ce qui concerne les fermes pédagogiques, le directeur général de la Fondation Pierre et Adrienne Sommer interviendra cet après-midi et peut-être à cette occasion pourra-t-il dire un mot. Bien, très rapidement, d'abord, très vite sur le lapin dans la cage au fond de la classe. En effet, c'est un abord assez utilitariste, puisqu'on a déjà parlé de cette dimension-là. C'est une question de formation aussi. Là, il faut qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent. Sur les fermes pédagogiques, sous réserve d'un contrôle ultérieur, il me semble avoir vu que dans certaines fermes pédagogiques, ces chartes d'éthique dont vous parlez existent. Et en tout cas, elles sont absolument nécessaires. Et il faut en effet voir comment on peut en étudier la généralisation, voire le caractère obligatoire, puisqu'en effet, on ne peut pas prétendre faire de la pédagogie en se désintéressant des suites de ce qui arrive aux animaux par la suite. Et puis enfin, sur le fait qu'il faut être extrêmement, en effet, prudent avec les enfants d'éleveurs quand on leur fait visiter des fermes du bonheur où se trouvent des animaux donc, qui ont été récupérés pour cause de maltraitance par leur éleveur et auxquels on a évité l'abattoir et on a garanti une retraite. Ils ne sont malheureusement qu'une très petite quantité de tous ces animaux. Il faut toujours avoir à l'esprit que quand il y a, et là aussi toutes les violences se rejoignent, quand il y a une maltraitance animale de ce type qui amène à des confiscations par l'administration, éventuellement sous main de justice, des animaux de rente, l'éleveur est toujours lui-même en extrême difficulté
psychologiques, économiques, enfin c'est toujours des catastrophes humaines qui amènent à ces catastrophes d'entretien des animaux. Donc on essaie d'aborder toutes ces dimensions-là. Il y a un travail qui est fait avec les associations qui recueillent ces animaux, oui, mais avec l'administration aussi, ainsi qu'avec des gens qui sont des chambres d'agriculture pour faire de la médiation et puis ensuite prendre en compte la dimension sociale qui a amené ces drames-là. Donc encore une fois, ce sont des abords pluridisciplinaires. C'est pas parfait, mais ça existe. Et ça, à mon sens, dans l'expérience que j'en ai, c'est une dynamique quand même qui s'amplifie. Donc là aussi, il faut saluer les progrès et puis voir évidemment que le verre sera toujours à moitié vide, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Il y a plein de questions. Une dernière, parce qu'il va falloir ensuite clore cette matinée. Ah, et les enfants. Alors, une question ici. On va me dire que je ne regarde pas assez de l'autre côté. Bon, vous ne déjeunerez pas, d'accord? Vous n'aurez pas le temps. Alors, j'ai une question ici, les enfants, puis une question là-bas. Bonjour et merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je voudrais juste revenir sur justement ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est-à-dire la restriction de l'enseignement au respect des animaux aux animaux de compagnie. Ça provient de la loi de novembre 2021 qui a été donc transcrite dans le nouvel article 312-15 du Code de l'environnement et qui va malheureusement accentuer cet éloignement des enfants vis-à-vis des animaux de ferme. Je souligne aussi que ça va encore plus éloigner les enfants vis-à-vis des animaux sauvages qui ont encore une fois été oubliés du dispositif légal. Et donc, j'aimerais savoir ce que la LFDA a prévu comme projet pour essayer d'augmenter la sphère d'empathie à ces animaux encore une fois oubliés. Alors, je pense qu'il faut attendre la fin de la journée, les conclusions du président Schweitzer pour pouvoir répondre à votre question, mais on y répondra. Sandra Krief, peut-être rapidement, et ensuite la parole. Merci. Donc, c'est une toute petite intervention qui se terminera par une question ouverte. Quelques chiffres que vous avez cités. Présentez-vous peut-être, Sandra. Sandra Krief, élue Parti animaliste, adjointe au maire de Grenoble, déléguée à la condition animale. Dans un foyer où un animal est maltraité, la femme a 5 fois plus de risques d'être battue par son mari. Dans un foyer où les enfants subissent des violences, l'animal subit des violences dans 83% des cas, 2 tiers par l'adulte violent et 1 tiers par l'enfant qui reproduit la situation. Le harcèlement et la violence viennent aussi de la possibilité qu'on propose aux enfants d'être, dès leur plus jeune âge, des acteurs de la prédation. Il y a l'alimentation, bien sûr, où la consommation d'aliments carnés génère une contre-éducation, celle de la consommation de corps morts, mais également le comportement que les enfants ont lors de la proximité avec les animaux. Les cirques, les zoos, les fermes dites pédagogiques et qui pourraient être des sanctuaires pour animaux, et l'exemple pédagogique de la bonne conduite envers les animaux et donc en creux avec leurs semblables humains. Puisque l'animal est en captivité, l'enfant intègre qu'il est supérieur à lui et qu'il a un quelconque droit sur lui, d'où la prédation. L'enfant vit dans un monde où il subit de façon permanente l'autorité scolaire, familiale, et quand il est au contact d'un animal, il pense qu'il a l'occasion d'être lui l'autorité, d'où la génération de violence et de harcèlement. Je propose donc enfin, et c'est une mesure qu'on va tâcher de mettre en place à la ville de Grenoble sur notre ferme pédagogique, je propose à l'Éducation nationale de réformer toutes les fermes pédagogiques utilisées par des dizaines et des centaines de classes annuellement, donc de réformer ces fermes pour qu'il y ait des lieux avec des animaux où on apprendrait dans un cadre très pédagogique à respecter la volonté de l'animal à disposer de son corps. Je vous remercie. Merci, merci. Les enfants, merci. Alors, le micro pour Pacha. Bonjour. Présente-toi. Je m'appelle Nicolas, j'ai 12 ans. Je vis dans l'association Darwin Forever. Et comme il y a 100 millions d'abandons par an, je voulais juste savoir si vous allez en parler dans les écoles. Est-ce que tu peux redire parce qu'on n'a pas entendu ici?
Il y a 100 millions d'abandons par an. Est-ce que vous allez en parler dans les écoles? Ah, 100 millions d'abandons par an. J'espère qu'on en parle dans les écoles. Marie-Laure. Alors, pour te répondre rapidement, ta question est très, très pertinente. Tu vois, moi, je vais te donner un exemple concret. Dans ma classe, je fais l'accueil d'un chaton, un chaton de rue, un chaton abandonné. Et c'est tout un projet qu'on met en place bien avant l'arrivée du chaton. Et ensuite, on sensibilise les enfants justement à la question de l'abandon, de la stérilisation, etc. Donc, en EMC, c'est justement l'endroit, quand on va parler de la question animale, de traiter de ces thématiques. Donc, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et saluer Nicolas et Pacha qui ont monté eux-mêmes leur association. Une dernière question et ensuite j'arrête. Certains vont avoir faim. Bon, bonjour et merci d'écouter ma question. Je suis vétérinaire et journaliste pour le magazine de la santé, mais aussi pour le Point vétérinaire. Et donc c'est une question très forcément veto. C'est pour le sénateur qui est à la fois politique et vétérinaire. Ma question, c'est comment envisagez-vous le rôle des vétérinaires dans cette éducation des enfants? Parce que je trouve qu'on est un peu absent dans cette discussion. Il y a eu une évocation par monsieur Cyrulnik en disant comme quoi les vétérinaires étaient des praticiens qui sont sur le terrain, ils décodent le comportement et on est quand même une bonne passerelle entre le monde des animaux et le monde des humains parce qu'on fait beaucoup de pédagogie dans les écoles, en consultation, en clinique. En revanche, les politiques, mais les écoles, également les ministères de l'éducation et de l'éducation nationale, mais aussi le ministère de l'Agriculture, n'introduit pas les vétérinaires dans cette discussion de société. Et on a aussi un paradoxe dans la formation des vétérinaires. Effectivement, il y a des classes virtuelles pour apprendre aux étudiants vétérinaires à d'abord opérer sur une peluche et sur des maquettes avant d'avoir le droit de soigner un animal, parce qu'il faut d'abord apprendre le geste pour ne pas faire mal à l'animal. Et ça a été poussé par des étudiants vétérinaires un peu plus jeunes que ma génération et effectivement un peu plus sensibles à la question animale. Mais après, on leur demande de faire des choix et de catégoriser les animaux. Et on leur demande de devenir soit des vétérinaires pour des éleveurs ou des vétérinaires pour des animaux de compagnie. Et c'est pas pour rien que la plupart des vétérinaires choisissent les animaux de compagnie, parce que là, ils ont l'impression de vraiment soigner l'animal, alors que la rurale, c'est autre chose. Je pense qu'on a la même problématique dès l'enfance, même pour les vétérinaires. Donc, ma question est double. C'est comment aider les vétérinaires à résoudre leur paradoxe, parce que c'est vraiment très difficile de faire ce choix-là, et comment les aider aussi à participer à cette discussion de société, qui est cruciale, et je pense qu'on est très bien placé pour ça. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur et vétérinaire Bazin. Merci Madame Parisot. Est-ce que j'ai 2 heures pour répondre? Même s'il y a un chat qui nous dit qu'on a assez papoté, il faut répondre à la question quand même. Je vais essayer de donner quelques éléments, mais il faut situer le contexte. La profession vétérinaire actuellement est confrontée à un problème sérieux dans toutes ses dimensions, c'est l'insuffisance de ressources humaines pour exercer. Pas seulement dans les déserts médicaux ruraux, mais en ville, de plus en plus. Il y a une évolution des pratiques, il y a une évolution des attentes des jeunes vétérinaires qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté là-dessus. Alors, on peut évidemment souhaiter qu'on soit plus impliqué dans la transmission de ces connaissances, mais ça va se heurter quand même, il faut en être conscient, à un obstacle de taille, à savoir la disponibilité. Ensuite, très rapidement, il me semble que dans nos pratiques quotidiennes, nous faisons en permanence de la pédagogie, en effet, vis-à-vis des adultes, déjà, qui ont des animaux sans savoir forcément comment ça fonctionne, et c'est le cas quasi quotidiennement. On le fait aussi à l'occasion pour les enfants. Il y a aussi nombre de nos confrères qui sont engagés dans des associations pour diffuser ces connaissances. Et puis, il y a de nouvelles obligations aussi que nous nous sommes créées, qui ont été créées par le droit, avec la levée possible du secret professionnel par la loi de 2021, dans le cas où on soupçonne des violences sur l'animal, parce que ça pourrait entraîner évidemment des violences sur les personnes du foyer, je l'ai dit, ça a été rappelé, et c'est quand même une notion qui est en train de faire son chemin dans la société.
Donc oui, je partage cette préoccupation. Je considère que la question est ouverte, mais je contextualise cette question pertinente et nécessaire, mais dans un contexte de raréfaction de la ressource. Très bien. Eh ben, engagez-vous dans les écoles vétérinaires et ça ira mieux. Merci infiniment pour votre présence.